Alors, je vais vous poser une question bateau. Qu'est-ce qui distingue fondamentalement la droite et la gauche? Est-ce que vous êtes capable de définir clairement, non pas ce que les gens font, mais au niveau conceptuel, qu'est-ce qui distingue la démarche de gauche et la démarche de droite? Conceptuel, c'est peut-être beaucoup dire, mais souvent, on nous apprenait que Voilà. La gauche, c'est le progressisme, le mouvement, la justice sociale. La droite, elle symbolise plutôt en priorité l'ordre. Bon, voilà. Et vous, C'est un peu bateau, mais non, mais il faut bien commencer par quelque J'allais chose. dire la même chose que lui. Bon, d'accord. Et comme il l'a dit avant moi. Ah bon, alors maintenant, il vous a coupé l'herbe sous le pied. Non. J'ai l'impression qu'on ne sait La pas. droite, c'est plutôt des conservateurs, des gens qui veulent, on va dire par rapport à l'ancien régime, la droite c'est ceux qui veulent essayer de conserver les choses de l'ancien régime et la gauche c'est ceux qui progressent pour aller vers quelque chose d'autre, Ouais. pour faire court. Ouais. Bon, on va essayer À l'origine c'est ça, mais maintenant ça a beaucoup À l'origine, tu veux quoi à changé. À l'origine? l'origine où sont nés la droite et la gauche quand il y a eu la révolution. Mais Ah bon? avant, à l'origine, c'est où ils se sont placés en même temps voilà, certains courants. Vous avez la notion de droite et de gauche, fondamentalement, c'est une constante à travers toute l'histoire. Hein. C'est pas né avec la Révolution française. Hein. vous voulez dire qu'il y avait cette notion de droite et de gauche avant la révolution? Oui, il y avait Il y a quelque chose de cet ordre-là, quelque part. Oui, Il y a quand même un fondement qui est plus ancien Alors, que le côté il y anecdotique. avait des ligues protestantes, on va dire progressistes, et des ligues catholiques, on va dire conservatrices. Et ça, c'est vrai que ça peut être les ancêtres de la droite et de la gauche. On peut peut-être dire ça. Non mais arrête. On peut peut-être dire ça, ouais. Non, mais On peut pas arrêter le robinet, le mec. Oui. Il faut arrêter parce que... Voilà, donc peut-être que sous l'Ancien Régime, déjà, il y avait ce genre de division entre les ligues protestantes et les ligues catholiques. C'est bien, Philippe. Vous laissez pas Voilà, entraîner. c'est entendu ce que j'ai dit. Voilà, c'est bien. Il me dit que la notion est antérieure à la Révolution et je lui dis peut-être que sous les ligues catholiques et protestantes, il y avait cette notion de progressisme. On peut poser le problème autrement, si vous voulez. Est-ce qu'il y a une fonctionnalité fondamentale de ce clivage? Est-ce que la société, elle a besoin d'un clivage, quel qu'il soit, dont la gauche et la droite seraient une manifestation? Puisqu'on a fait une société avec des alternances, on a alterné entre deux et c'est la droite et la gauche, oui, par rapport où ils se sont placés dans l'hémicycle. Non, mais si, attends, on va essayer de ne pas être bloqué sur cette histoire d'hémicycle. Est-ce que ça correspond à un fonctionnement fondamental de la société? Vous prenez le problème à l'envers, vous vous dites ah bon, c'est comme ça et comme ça, non. Est-ce qu'il y a une raison d'être à cette dualité? Est-ce que c'est toujours en politique, il y a toujours une sorte de dualité. Alors. Attends, je préfère parler de fonctionnement de la société que de politique. Hein. Politique. C'est vrai que la société repose sur la famille et la famille c'est un homme et une femme et il y a une relation entre les deux avec une sorte de dualité aussi et une complémentarité. Oui. On peut dire ça, oui. Donc, oui. Après, étendu à la société civile, on retrouve la même chose, on peut dire ça. D'accord. Bon. Ouais. Donc, effectivement, c'est un sujet intéressant parce qu'apparemment, ça vole pas très haut comme genre de discours. Moi, je crois qu'il faut quand même que les groupes se respectent. Hein, il faut respecter le point de vue de l'autre. Donc il y a effectivement deux fonctionnalités qui ont chacune leur raison d'être, qui ne sont peut-être pas nécessaires au même moment, peut-être, il y a un problème. Mais quand on parle de mentalité de gauche, mentalité de droite, ça ne vous dit rien. La violence, ça ne doit pas être systématique de temps en temps. Mais vous pouvez définir autrement, parce que droite et gauche, peut-être que ça ne veut rien dire. Mais admettons qu'on laisse tomber le mot droite et gauche, qu'est-ce qu'on mettrait à la place? J'ai dit les conservateurs et les progressistes. Conservateurs? C'est veut dire quoi, conservateur? Qui veulent essayer de conserver un ordre toujours plus ancien qui se déplace, hein, parce que les gens de droite de maintenant sont très à gauche par rapport à ceux de droite de 1930. Hein. Et pareil entre ceux qui étaient à droite en 1880. Hein, oui. Il y a une sorte de dérive vers la gauche, hein, de progressisme. Parce que maintenant, les gens de droite acceptent le mariage pour tous. Alors que dans les années 30, même c'était impossible qu'on tolère l'homosexualité, par exemple, un exemple sociétal. Bon, par exemple, si on prend le cas d'Emmanuel Macron, vous situez à gauche ou à droite?
Il y a une telle période de... On est dans un tel Lui, on bouleversement. dirait qu'il a essayé de faire une sorte de... Il a essayé de réunir les gens des deux bords, on dirait qu'il a essayé de faire une sorte de synthèse, mais il est quand même plus libéral qu'autre chose. Il est quand même plus proche, on va dire, que la droite, parce que la droite est quand même apparemment plus libérale, même Oui, si mais la gauche... si il a cassé les codes, ou au moins en parole, s'il a fait semblant dans sa fonction manifeste, pas la fonction latente, de casser les codes, c'est parce que nous sommes dans une période de bouleversement et que tout d'un coup ça fait moins sens. Mais autrement, depuis très longtemps, il y avait quand même une droite et une gauche, un parti de l'ordre et un parti du mouvement. Là, partie du désordre. Macron, c'est un peu exceptionnel dans des temps exceptionnels. Voilà. C'est une nouveauté, c'est un recentrage vers le centre. De toute manière, il est temps de retourner les bérets verts, les bérets rouges. Ouais, Bon, on va les retourner sur le centre droit. On va les retourner. Ah oui, carrément. Bon, on va essayer Il est d'avancer. temps de- Moi, je l'aurais pas dit. c'est du Alors. PCS. Je l'aurais dit, c'est attention. À un moment donné, ça va partir en vrille. Par exemple, est-ce que vous comprenez comment fonctionne la société? Aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils ont dénacé. Moi, je commence à avoir une petite idée, mais Non, mais je veux dire, à un bon, niveau quand même assez, comme j'ai pas accès à tous les niveaux de la société, et bien évidemment des groupes de la société que je connais pas bien. T'as des mecs qui font des braquages. Le mec qui fait du braquage, il se cache. On en voit un peu là, il y a des choses qu'on ne peut pas avoir accès parce qu'on n'est pas dans leur milieu, parce qu'on n'est pas Les dans... mecs Voilà. là, ils sont là pour ça, ils sont là pour des mecs qui sont vraiment calibrés. Mais on des essaie de professionnels. comprendre. Des mecs qui viennent alors est-ce qu'on peut dire que par exemple la gauche est plutôt du côté des gens d'en bas et la droite des côtés des gens d'en haut par exemple? À l'origine, la gauche est plutôt plus populaire que la droite est plutôt proche des rentiers. Voilà, ça c'est une grande base d'origine. Mais ça change, ça évolue, ça. Parce que les gens de gauche ont quand même donné beaucoup de concessions aux gens, aux possesseurs. Ils ont abandonné le collectivisme. Avant, la vraie gauche, c'était ça, c'était une sorte de collectivisme. Ils sont revenus du communisme et tout ça, et maintenant, ils sont quand même, ils sont liés au marché. Non, mais en gros, ce qu'on appelle la gauche, elle voulait représenter plutôt le peuple et les autres, les classes favorisées, même si peu à peu les composantes de la direction de la gauche, c'était une forme ils faisaient partie de l'élite intellectuelle, mais ils représentent le peuple et le bas des classes moyennes, on dirait aujourd'hui. Et la droite représente... Puisque l'industrialisation, après ça a changé, il y a eu désindustrialisation, donc il y a de plus en plus de chômeurs ou d'immigrés ou de gens déclassés, et puis vraiment d'ouvriers comme avant, ou d'employés, comme il y avait dans les années 30 ou 40, ou encore 50. Non, mais c'est pas ça. Donc ça change. Il a fait ses contraintes. C'est plus la même D'ailleurs, au XIXe siècle, pendant une époque relativement courte, il y avait le régime censitaire. Oui. Donc c'est intéressant. On tombe dans le problème de l'impôt. Oui, et l'impôt. Pour pouvoir voter, il fallait payer le Oui, census. et pour pouvoir payer, il fallait déjà un certain avoir un niveau revenu. social. C'était une sélection. Au niveau des classes sociales, il y avait une frontière. Ah oui, et là, il y a une- Le pouvoir censitaire. C'est pour ça qu'ils ont été obligés d'aller vers de la démocratie directe. Et maintenant, ils veulent aller même vers une sorte de RIC, là, une démocratie encore plus directe. Mais au bout d'un moment, je ne sais pas si ça peut fonctionner, parce que c'est à chaque fois qu'un homme politique doit faire quelque chose, il doit demander à 50 millions de personnes ce qu'il en pense. En plus que dans les 50 millions, la plupart, ils n'y comprennent rien. Et donc, ils n'ont pas un mot à dire sur la plupart des choses. C'est plus le reflet de ce dont tu parles, de la crise de la démocratie représentative. Ouais, c'est la fin. Mais C'est la fin de la démocratie. Mais la démocratie directe, elle n'est pas en train de s'implanter réellement. C'est une contestation révélatrice. À la fin de la démocratie, avant de passer à la tyrannie, parce que le dernier régime, comme le disent les Grecs, c'est une tyrannie, il est fort probable qu'avant ça, il y ait une sorte de démocratie directe vers la toute fin de la Entre démocratie. les deux, il y a l'oligarchie.
il est fort possible qu'il y ait une sorte de démocratie directe. Vraiment, et même ça sera même une sorte de. Le problème, c'est qu'on a déjà discuté, chaos, hein. avant que vous arriviez, on a discuté beaucoup de ces questions, souveraineté populaire, donc on ne peut pas facilement raccorder ce qu'on a dit avec ce qu'on dit maintenant. Donc j'essaye quand même de faire abstraction de ce qu'on a dit, parce qu'on a quand même été assez loin. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus dangereux pour une société? Le gouvernement d'en haut ou le gouvernement d'en bas? Une sorte de Au niveau du bon fonctionnement d'une société, est-ce que c'est plutôt les gens de droite qui sont capables de gérer correctement le fonctionnement de la société, ou les gens de gauche? C'est difficile à dire. Ce qui présuppose, c'est que c'est les gens de droite. Mais à force d'oublier le minima de justice sociale et tout, ces forces de droite provoquent, par leur façon de gérer, le retour des gens de gauche. Alors je dirais, pour provoquer un peu la discussion, que la gauche est dans le déni. C'est l'arme du déni. Mais à tous les niveaux. Déni des différences, déni des sexes, déni des classes, déni du pouvoir. C'est un mot fondamental, c'est un mécanisme fondamental, le déni. Est-ce que vous avez compris ce que c'était que le déni? On en a déjà parlé pas mal de fois. L'arme du déni, la personne qui systématiquement nie les faits, nie la réalité. Le déni de réalité, d'ailleurs, on dit. Peut-être qu'eux diraient qu'ils ne nient pas, mais ils veulent pas d'une rigidité, d'un truc implacable. Ils veulent y mettre une certaine souplesse, une dynamique, mais ils nient pas complètement à 100%. Mais c'est un virus, quelque part. Il y a des gens qui ont le virus. Mais le prisme sous lequel tu ne veux pas aborder cette question, c'est annexe, mais par moment, le retour et l'importance des forces dites de gauche, ça vient des imperfections, des incomplétudes de la droite. Elle crée elle-même ces problèmes. D'accord. Alors effectivement, vous pouvez tenir une seconde parce que je voudrais un petit peu intervenir. Enfin, on me voit un petit peu à l'écran, si vous permettez. Alors, donc voilà, c'est un point très important de notre discussion, le déni. Alors, effectivement, le déni de légitimité, déni des différences, déni de l'utilité des classes sociales, déni de la hiérarchie, déni de toute forme de pouvoir. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de comprendre la problématique du déni. Cette espèce de maladie du déni. Par exemple, les femmes, par exemple, on en a beaucoup parlé, les femmes, elles sont complètement malades du déni. C'est-à-dire qu'elles disent il n'y a pas de différence entre les sexes, par exemple, c'est terminé. Alors le déni, c'est aussi de dire maintenant ça n'existe plus. Hein, de même, par exemple, le déni, il n'y a pas de juifs, les juifs ça n'existe pas, ils n'ont pas d'importance. C'est une façon de balayer toutes les différences. C'est une façon de. Alors c'est pour ça que la gauche est très souvent, comme vous disiez, elle est marquée par le futur. Parce que le déni, il se nourrit du futur. Demain, ça ne sera plus comme avant. Alors que la droite aurait tendance à dire, ben non, finalement, les choses ne bougeront pas fondamentalement. Donc le déni, est-ce que vous êtes d'accord? Le déni s'accompagne d'une problématique du futur. Voilà. Ça ne sera plus comme avant, ça va être changé. Donc on est dans le déni de ce qui existe. Et vous êtes par exemple très marqué par le déni. C'est une maladie, vous êtes atteinte de la maladie du déni, sur tous les plans. Est-ce que vous avez réfléchi sur la Bordel, hein. Bonne année, oui, bien sûr. Bonne année. Mais je laisse un petit peu le relais. Parce que quand même, le mot déni, c'est quand même un mot qui n'est pas complètement innocent. Alors parlez-nous un peu du déni, faites votre autocritique du déni. Enfin, parce que finalement, tout à l'heure, quand on a parlé de droite et de gauche, on n'a pas parlé du déni. Hein, on n'a pas dit la gauche s'amuse à nier. Parce que la gauche s'amuse à dire que demain, ça ne sera plus comme avant. Donc le déni, c'est de nier des réalités, c'est ça? De dire que les choses ne sont... Ce qui existe n'a plus de raison de continuer à exister. Donc il y a une inéquation entre
entre la réalité et la chose pensée. Là, les gens ne pensent pas le vrai, ils pensent faux. C'est ça le déni. Ils pensent faux et ils pensent que. Alors ils vont, mettre en, vrai, c'est ça. ils vont mettre en évidence, comme disait Philippe, ils vont mettre en évidence un certain nombre de dysfonctionnements qui sont toujours là. Il y a toujours des dysfonctionnements pour dire voilà, puisque ça dysfonctionne, il faut que ça change. Donc le dysfonctionnement justifie le déni. Puisque voilà, si ça dysfonctionne, c'est qu'il y a autre chose qui ne va pas. Donc on va trouver tous les prétextes pour mettre en avant le drapeau du déni. Ouais, c'est fin, il n'y a rien. Ah, il n'y a pas de chocolat là-dedans? Non. Bah, ceux qui veulent des crêpes, les gars. Merci, vous contribuez sensiblement au débat là, c'est certain. Bon, alors... Attends, je filme. Oui, voilà, merci Majoul. Comme ça, tu parles à l'aise. C'est bien. Alors, donc Philippe m'a demandé de développer la notion de déni, mais on en a pas beaucoup parlé. Non, chez lui. Ah oui, d'accord. Mais apparemment, alors, est-ce que c'est important cette notion de déni? Est-ce que maintenant, quand vous parlez de la gauche, vous êtes obligé de parler du déni? On ne peut pas parler d'être de gauche sans être dans le déni. Dans le déni, pas forcément dans un sens négatif, c'est-à-dire je nie la différence, je nie la dualité, je nie le haut et le bas, je nie qu'il y a des juifs et pas des juifs, ou je nie qu'il y a un Ancien Testament, enfin, je nie n'importe quoi en disant les temps sont changés, au nom des temps qui ont changé, l'idée même de parler du futur, et c'est le fondement même du déni en fait. On ne peut pas être dans le déni sans basculer dans le futur. Mais une parenthèse, tu vas rejeter, mais moi je rejette personne. il y a du déni partout et chez tout le monde. Il n'y a plus, je vais être très court, il y a, comme une petite antithèse en aparté, il n'y a plus d'ascenseur social. Au moment des 30 Glorieuses, il y a eu, pendant longtemps, la droite, après les 30 Glorieuses, je ne peux pas définir le laps de temps, mais la droite a nié l'écroulement de l'ascenseur social n'existait plus vraiment, sauf des cas exceptionnels. Donc je veux dire, il est largement représenté à tous les niveaux. C'est pas le monopole de la gauche. Oui, alors je répondrai à ce sujet que la notion, je vais me dire que je suis un peu vicieux, la notion même d'ascenseur social, c'est déjà de l'ordre du déni. C'est-à-dire que dire, bah oui, si je dis les choses doivent changer, donc c'est déjà une forme de déni. Donc c'est le déni du déni. Ah oui, parce que finalement, le progrès social, c'est le même mot qu'ascenseur social. Donc le progrès social, c'est déjà un des axes du déni. On va faire avancer les choses sont plus comme avant, les gens dans le déni. Mais il y en a un ascenseur social, hein. Mais seulement il fonctionne en descente. C'est tout. Il ne peut pas toujours fonctionner en montée. Il faut bien que tu descendes aussi. Oui, après, vous avez raison, on ne voit pas. Donc, la question c'est, effectivement, aujourd'hui on voit bien à quel point le déni est ravageur dans le discours des Gilets jaunes, etc. Donc on nie la légitimité de celui-ci. On va parvenir à ce qu'on a dit tout à l'heure. Je veux quand même rafraîchir la mémoire de notre ami qui n'était pas là tout à l'heure. Je vais lui poser quelques questions qu'on a abordées déjà pour qu'il nous rattrape un petit peu. C'est lui qui est qu'est-ce que c'est que par exemple la souveraineté populaire à votre avis? Qu'est-ce que c'est que la souveraineté populaire? Qu'est-ce qui donne la légitimité au pouvoir du peuple? Parce qu'on parle de la gauche, qui serait le peuple? À quelles conditions le peuple a-t-il sa légitimité? Ou perd-il sa légitimité? Normalement, la légitimité populaire, à l'origine, c'est dans une communauté, oui, un peuple, une nation. C'est dans l'ensemble qui doit s'organiser pour pouvoir faire fonctionner un État. C'est ce que renseigne l'Église catholique, mais ça se situe quand même pas dans l'ensemble de la communauté, mais dans la caste des dirigeants, c'est-à-dire de ceux qui
qu'on appelle les combattants, la noblesse. Voilà. C'est dans ce caste-là que se retrouve l'autorité. C'est eux qui organisent et qui se font reconnaître par les castes inférieures, qui elles ont un travail économique et de travail, et bien évidemment la caste qui... Qu'est-ce que vous faites là? Je crois que vous filmez Non, je filmez filme quoi? la tête. Non, mais vous La faites caste quoi, qui dirige tout, enfin celle qui a l'autorité, veste c'est de- l'autorité spirituelle, c'est l'autorité, c'est l'Église. Enfin chez nous c'est l'Église, ailleurs c'est d'autres autorités. Mais ceux qui organisent le politique et qui c'est la noblesse, et souvent on élit un roi parmi les nobles. Vous voyez qu'on est très très loin de ce qu'on avait dit tout à l'heure. Hein. Et c'est dans cette caste-là que se trouve Ou castré ou... que se trouve la légitimité populaire. Mais après, petit à petit, cette légitimité populaire, excusez-moi, elle je s'est vais- étendue à l'ensemble du groupe. Je vous ai posé une question. Ouais. Quel est l'acte fondateur de la légitimité populaire et du pouvoir populaire? Quel est son acte fondamental? Alors, l'acte fondamental en tant qu'ensemble d'universitaires de toute la... Ben ça c'est un tout petit peu avant la Révolution, c'est je sais pas si c'était un jésuite, mais c'est les néo-thomistes là, qui ont fondé des notions de contrat social et qui ont été reprises après par Rousseau. Justement, et tout ça. alors le contrat- C'est des qu'est-ce Espagnols qui- qui ont fait ça. Ce sont des néo-thomistes espagnols qui ont Il est là, vous êtes réinterprété la notion d'autorité d'État dans les années 1500, et c'est eux qui ont développé cette notion Oui, de mais souveraineté encore- mais populaire. encore, Et après, mais ils ont, encore. eh ben, c'est En quoi elle consiste cette souveraineté populaire? elle consiste dans le peuple, dans le collectif qui soit désigne des représentants, ou même peut désigner un roi, comme ça s'est passé après la Révolution, le roi des Français. Non, complètement. Il y a une notion fondamentale qui vous échappe totalement, qu'on a abordée. Je ne vais pas vous donner la réponse parce que ça serait trop facile. Je vous pose, quel est l'acte que les gens du peuple effectuent Où ils manifestent leur pouvoir sur l'État? Qu'est-ce qui les rend constitutifs du fonctionnement de l'État, le peuple? Parce que là, vous parlez de manière très très vague, très abstraite. Ils concrétisent leur... Quel est l'acte fondamental qui manifeste le pouvoir du peuple? Et depuis toujours, Les élections, les élections et aussi je suis pas si près. les élections depuis peu de temps. Ouais. Quand ils ne votaient pas, il y avait déjà quelque chose de plus ancien que les élections. Les États généraux, c'est quoi les États généraux? c'est le roi qui les. Je sais Non, mais pas. on réunissait les États généraux pour faire quoi? Pour les doléances, demander des doléances au pouvoir, Non. réclamer des choses. Il a raison, notre ami Philippe. Il y a un acte beaucoup plus ancien que le vote qui a toujours constitué la véritable souveraineté populaire, qui a fait que sans ce... Bon, alors on répète encore une fois. Certains disent, en période de crise, même les poujadistes sous la 4ème République, Nicou sous la 5e, certaines corporations, les commerçants. Ah, alors là, on ne le fera plus. Ils font la grève de... Du paiement Des impôts. Eh oui. de l'impôt. Oh, les impôts, oui. L'impôt. C'est ça qui L'impôt. fait. Ouais. C'est ça qui font la légitimité populaire, c'est le paiement de l'impôt par tous les membres, par tous les citoyens. C'est ça qui leur donne le pouvoir, c'est pas le fait de... C'est une conséquence du contrat, ça, non plutôt. Mais non, C'est le fondement même du contrat. Chez qui ça? C'est chez qui? Ça c'est chez Hobbes. Écoutez, on va laisser Non, de c'est côté l'État. Il y a Rousseau, on va il y a- laisser de côté les références, on va parler de Hobbes si vous voulez, ça vous peu importe, Léviathan, etc. Bon, le fait que vous n'ayez pas prononcé le mot impôt, Je l'ai prononcé après. non, trop tard, Ah oui, non, mais c'est pas trop grave. tard mon vieux, c'est comme Oui, Christophe. mais vous savez, j'en ai tellement peu payé dans ma vie des impôts que le mot, j'ai du mal avec ce Oui, mot. d'accord, bon, d'accord. Mais en tout cas, justement, le problème est là. C'est que, alors maintenant que vous comprenez, donc maintenant le cas des Gilets jaunes est intéressant parce que eux, ils revendiquent une souveraineté populaire et en même temps, ils ont un problème avec l'impôt. D'où une contradiction. Parce que un peuple qui ne paye pas ses impôts, Non, mais eux, ils payent l'impôt, mais ce qu'ils veulent, c'est qu'une certaine frange de la population qu'ils considèrent comme nantis paye aussi l'impôt, enfin paye l'impôt à proportion par rapport à eux, c'est ça, mais ils n'ont pas dit qu'ils veulent plus payer d'impôt. Enfin sûrement en tout cas récemment, ils ont
récemment, il y a eu des problèmes d'impôts. Oui. Ah, ils ont demandé Oui, que c'est- les non, mais seuls c'est soient- un Mais paradoxe. il a raison. Non, parce qu'il y a eu trop de cadeaux aux riches. Voilà, t'as Mais tout on en compris. tourne en rond, là. Voilà. Chacun son- Ce n'est pas une position tenable. Oui, il y a peut-être une contradiction chez eux. On Oui. peut Il n'y a pas. pas qu'une. Et en plus, alors justement, on va ça va nous faire une petite pause. Est-ce qu'il y a comment passe-t-on de la crise économique à la crise politique? Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Et par exemple, chez les Gilets jaunes, est-ce qu'il n'y a pas un glissement du politique, de Ça l'économie commençait, dans- oui, ça commençait Oui, par des bah oui, revendications. c'est comme une Quel balance. est le point commun entre le politique et l'économique? Entre l'acte économique et l'acte politique? Bah, quand ils sont passés des revendications pour la baisse de l'essence, les taxes sur l'essence, et puis ensuite ils ont demandé le RIC, là ça en passe aux politiques. Ça, c'est ça. les Oui, mais alors impôts. ça. quel est le point commun entre les deux? Le passage, qu'est-ce qui est commun entre ces deux situations? C'est les- C'est l'économie. Quel est le point commun entre le type qui fait son travail de citoyen et le type qui fait son travail, qui vit dans la société avec son pouvoir d'achat? Mais c'est pas la même chose. Comment? Mais si, c'est la même chose, justement, c'est toute la question. une mauvaise réponse du pouvoir qui les a poussés. Et il y a certaines personnes qui étaient embusquées et qui eux sont plus politiques qu'économiques, qui profitent de la révolte populaire pour passer des autres idées. Des idées Attendez, on va reprendre le problème. On en a parlé longuement et je vous assure que c'est très clair. Sauf que vous n'avez pas les idées claires. c'est ça le problème. Quand on est dans le domaine économique, qu'est-ce qu'on fait? En tant que consommateur, vous faites quoi? consomme. Vous consommez, vous achetez, hein, vous faites des choix. Ouais. Bon. Et dans le domaine politique, C'est des choix pour voter. vous faites des choix aussi. Donc, Oh, la bouteille, là, il faut la... quand vous ne pouvez pas faire des choix d'ordre économique, vous faites des choix. D'ordre politique. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne pourront pas choisir l'économique, ils ont choisi les choses politiques après, c'est ça? Oui, non mais oui d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si je n'arrive pas, donc j'ai besoin, donc finalement il y a un besoin existentiel de Ouais, de faire des choix. faire des choix. Voilà. C'est un choix. On a besoin de faire des choix. Dans n'importe quel domaine. Et si faire un choix, ça veut dire acheter tel produit plutôt que tel autre, prendre du café plutôt que etc. Avoir un moyen de faire des choix. Si on m'enlève ce moyen de faire des choix, qu'est-ce qui me reste? La révolte, alors c'est ça? La volonté de faire des choix politiques. Le politique me permet d'affirmer ma capacité de choix alors que je ne peux plus choisir sur le plan économique. Mais t'as du bon et mauvais choix aussi. Voilà, donc voilà ce dont on en a parlé tout à l'heure avant que vous n'arriviez. Que vous situiez on n'a pas perdu notre temps Les jeunes, ils ça font la gueule s'enchaîne. et après ils continuent. Vous pouvez fermer une seconde. Il faut